Bonjour, bienvenue dans la nouvelle formation de robots structurels. Pour cette formation, nous allons montrer comment faire le ferraillage de la semelle la plus chargée. En soi, la semelle la plus chargée, c'est la semelle de la colonne la plus chargée. Nous avons bien vu que la colonne la plus chargée, c'est la barre numéro 10. Donc, il suffit juste d'écrire 10 là-bas. Nous avons notre colonne la plus chargée. Pour sélectionner la semelle la plus chargée, nous voyons bel et bien que c'est cette semelle qui est la semelle la plus chargée. Il suffit juste de sélectionner le nœud. Après l'avoir sélectionné, on rend à dimensionnement ferraillage réel. Voilà. Nous avons tout ce qu'il y a comme combinaison qui ont été faites, mais nous remarquons bel et bien que il n'y a rien. On nous dit qu'il n'y a aucune sélection alors qu'on a bel et bien sélectionné le nœud approprié à la semelle la plus chargée. Pour des versions à partir de 2011, il faut nécessairement importer la semelle. Il faut juste aller là-bas, c'est le niveau 0, et puis on double-clique là et automatiquement on importe notre semelle. Vous allez vous rendre compte que la semelle elle est là. Il y a cette boîte de dialogue qui s'affiche. Il y a le cas général. Le cas général, ça demande le type de fondation, soit une semelle isolée ou une semelle filante, une semelle continue. La forme, soit elle peut être excentrée, soit elle peut former un angle de 45 degrés pour être beaucoup plus économique en vertu de la répartition des contraintes dans le sol. Nous pouvons avoir une semelle qui est jumelée ou une semelle sur massif. Cette semelle sur massif, c'est qu'on suppose qu'il y a un massif en dessous de notre semelle. Voilà, ça c'est la semelle jumelée, ça c'est la semelle qui forme trapézoïdale, qui forme un angle de 45 degrés en vertu de la distribution des contraintes dans le sol. Les dimensions, si vous remarquez bel et bien, ces dimensions ici sont des dimensions prédéfinies par robot structurel. Donc, au préalable, au départ, le robot propose déjà des dimensions de la semelle. Mais pour notre cas, ces dimensions sont données en respectant les conditions homothétiques. En tout cas, on doit respecter ces conditions-là. Et ces conditions stipulent que le A sur B en soi, ce sont les dimensions, les côtés de notre semelle. A sur B doit être égal à petit a sur petit b. Petit a, c'est la base de notre semelle. Et petit b, c'est la hauteur la base pas de la semelle, mais de la colonne. Et b, c'est la hauteur, l'autre base de la colonne. Notre colonne, il est de 25 fois 25. A égale à b égale à 25 fois 25 doit être égal à une constante lambda. La constante du sol en compression est donnée par la relation suivante: contrainte égale l'effort normal sur S. L'effort, cette contrainte ici doit être inférieure à la contrainte admissible pour qu'il y ait stabilité. Et puis, en tirant la valeur de A là-bas, nous allons voir que A doit être égal à A sur B fois B. Comme A égale à B, comme A égale à B, petit a égale à petit b, automatiquement on verra qu'on aura une semelle carrée. En respectant cette condition, voilà, B doit être supérieur à 64,79. 64,79 en soi, c'est l'effort normal. Si on regarde dans l'effort, vous allez vous rendre compte. Nous avons ici notre effort que nous allons importer. C'est 18,28. Voilà. Voilà. Nous avons notre effort normal là-bas qui est de 64,79. Voilà, avec cet effort normal, nous avons 0,8 mètres. Donc on aura A égale à B égale à 0,8 mètres et la hauteur, ça doit respecter
les conditions, cette condition, ce qu'on appelle en soi condition de rigidité. C'est une condition de rigidité. Rigidité de la semaine. Voilà, c'est la condition de rigidité de la semaine en soi. Et après ça, on a un H égal à 0,15. Voilà. Nous, pour notre cas, nous allons choisir en soi une semelle isolée. Semelle isolée de 0,8 fois 0,8. Ici fixé, on peut fixer ici en soi, on peut avoir à vérifier la stabilité d'une structure déjà construite. On a déjà construit notre structure, en soi on veut vérifier sa stabilité ou on veut voir si on peut encore monter en étage. Il suffit juste de prendre les dimensions de la semelle en place et puis fixer ces éléments là pour une ample de vérification. Mais lorsque nous mettons 0,8, le robot lui-même va calculer sur base de la surcharge que l'on va lui appliquer. Il va voir si ces dimensions ici sont suffisantes et il va laisser et il va prendre en compte en soit toutes les conditions que l'on va lui admettre. H1 en soit H1 c'est cette hauteur là, le Hmax que nous avons considéré de 0,15, le Hmax que nous avons considéré de 0,15 en tout cas. Le Hmax en soi c'est 0,15. Le Hmax c'est 0,15. Voilà. Et puis le H4 c'est le béton de propriété qui est des 0,05, il n'y a pas de problème. Le H2, H1 c'est là haut, c'est 0,15. Le H2 en soi c'est le fût. C'est le fût en soi, il faut prendre, si nous considérons que la contrainte admissible, pour notre cas, la contrainte admissible est de 0,15 à une profondeur de 1,50 m. Si on prend les 1,50 m, on enlève la hauteur de la semelle, on a le 1,50 m moins 0,15, on va avoir 1,35 m. Donc le H2 ici, notre fût là, c'est ça ce qu'on appelle fût, le H2. Le H2 doit être de 1,35 m avec les H1 déjà de 0,15, tout ça doit nous faire 1,5. Notre contrainte admissible il est de 0,15 mégapascal à 1,5 m. Voilà, on admet aucune excentricité, tout est centré. Le fût, voilà. Le fût en soi, c'est ça, c'est la façon dont sera armé notre fût ici, la partie supérieure. On peut sous poteau ou voilà, c'est comme ça. Voilà, voici sous poteau acier, s'il s'agit d'acier avec réservation. Vous savez bel et bien la réservation, c'est pour par exemple notre tuyauterie. On suppose qu'il peut être triangulaire ou rectangulaire. Il peut être circulaire ou rectangulaire, on l'a bel et bien vu quand nous avions en soi ferraillé la poutre ou la colonne. Si c'est pas encore fait, en soi pour la poutre et la colonne aussi, on prévoit une certaine réservation pour des trous que l'on peut prévoir dans différentes structures. Avec deux réservations, curvées, mais en cuvement, voilà, nous allons choisir sous poteau ou voilà, nous aurons notre le A' en soi, le A' c'est des 0,25 fois 0,25. Voilà. Optimisation, ça nous permet en soi de prendre en compte les conditions homothétiques. Nous allons prendre soit libre, soit carré, soit un rapport constant entre les deux. En soi, l'homothétie, ça nous permet en soi de définir une certaine condition. Soit ça sera libre, en soi, ça va choisir comme on veut. Soit ça sera une semelle, on conditionne que la semelle soit carrée, soit un rapport constant entre les deux. Mais nous allons considérer la condition homothétique. C'est ce qu'on s'était dit
on doit respecter en soi conditions homodétiques. La reprise du moment par le long grain de redressement, si il y a le long grain, on suppose que toute la charge ne va pas reposer, toutes les charges ne vont pas aller directement dans la colonne. La longrine va répondre une certaine quantité de charges qu'on va supposer en pourcentage. On peut supposer que la longrine pourrait prendre par exemple 35%, et puis la semelle prend 65% des charges. C'est à nous de voir, c'est à nous d'étudier la structure et voir comment la répartition de charges pourrait bel et bien être faite. Voilà, là, pour prendre en compte tout ceci, on va appliquer. On applique, voilà, nous avons notre colonne, notre semelle qui est là. Voilà, on a armature type, ça nous permet en soi de faire le ferraillage théorique. La géométrie, vous voyez, tout est figé parce que tout a été vraiment précisé dans la définition de la géométrie, le cas général ici. Nous avons des barres inférieures. On nous dit que l'arrobase sera de 5, il n'y a pas de problème. Les barres inférieures, on prend les barres de 12. En soi, on peut prendre les barres de 12 ou des barres de 14. Les barres de 12, ça va. Les HA, donc la résistance de acier. La résistance maximale est de 400 mégapascales. On prend les barres de 12. Voilà, on laisse les restes comme ça. Les barres supérieures, si on suppose qu'on peut avoir une natte supérieure, et pour ces cas, je pense pas, il n'y aura pas de natte supérieure. On a le bar d'attente. Le bar d'attente, on peut prendre le barre de 12, de 400 mégapascales. Voilà, on peut laisser dans le poteau 50 francs phi. LC, ça veut dire la longueur ici qui va sortir là. On peut prendre des 0,50. Voilà, dans la semelle, les LF. LF en soi, c'est la distance, c'est distance ici. P de 0,60, on prend 0,50 avec 42. Voilà, ça P aller comme ça. Cadre dans les fûts, est-ce qu'on va prévoir des cadres dans les fûts? Bon, on peut prévoir des cadres dans les fûts, mais ça sera un peu bidon. Voilà, c'est pourquoi on va décocher ça. Bon, ça va, on décoche cela. Ou tout, si on veut prévoir des cadres dans les fûts en soi, il faut en tout cas paramétrer ici en tout cas. Voilà, on peut décocher les cadres dans les fûts. Voilà, ok, on met ok. Voilà, on dit que la condition suivante n'est pas satisfaite, cette portance du sol. Voilà, c'est juste le son, c'est le ferraillage théorique. Le ferraillage théorique, on trouve qu'il y a une erreur, un avertissement, et qui n'aura pas vraiment beaucoup d'influence parce que nous allons le corriger dans ce ferraillage théorique. Nous avons le paramètre d'élétage. Le paramètre d'élétage, comme dans tout module, ferraillage poutre, ferraillage colonne, nous avons ce paramètre ici, paramètre d'élétage. Ça nous permet de préciser en soi le niveau de la structure que nous voulons ferrailler. Pour notre cas, il s'agit du niveau. Même si on ne le met pas en soi, il sera mis automatiquement sur notre plan de ferraillage. La fissuration, on prend un peu préjudiciable, on suppose qu'il n'y a aucune agressivité, on n'est pas en train de construire dans l'eau ou en dessous de la nappe ou dans la nappe pratique en tout cas. On suppose qu'il n'y a aucune fissuration qui est envisagée. Voilà, on met OK. On a option de calcul, cas général. On monte un coefficient de sécurité, on peut supposer un coefficient de 20%. On peut supposer un coefficient à 20%. Les enrobages ici on prend un enrobage de 5 parce qu'il est directement en contact avec en soi le béton de propriété. Le béton de propriété en contact directement avec le sol. En soi, on suppose qu'il y a une certaine importance que l'on doit lui accorder. On prend 5 cm comme
béton comme un enrobage. Enrobage, cet espace rempli par le béton dans le but de protéger les aciers contre la corrosion. C2 en soi, on prend cet enrobage du côté de notre fût de 3 cm, il n'y a pas de problème. La disposition sismique, si en soi nous sommes en train de calculer notre semelle, on le considérera comme un élément soumis aux effets sismiques. En soi, on doit cocher la case de disposition sismique. Pour notre cas, nous ne sommes pas dans ce cas-là. Le béton, on prend le B20 avec toutes ses caractéristiques, le diamètre de granulat de 20 mm, le plus gros grain, 400 mégapascal, on dit qu'il ne doit nous donner que le bar de 12. Voilà, transversal, ce ne sont pas les étriers, ce ne sont pas les barres transversales, les étriers ou les épingles, c'est de récupérer les contraintes tangentielles, les efforts susceptibles de créer un cisaillement, mais ici ce sont juste des barres transversales. Nous avons une natte constituée de barres longitudinales ainsi que de barres transversales, donc suivant un axe, suivant l'axe des X, suivant l'axe des Y, en tout cas ceci suivant l'axe des X, ceci suivant l'axe des Y. On prend 400 mégapascal avec comme 12 barres additionnelles, on prend aussi 12 là-bas, ok. Voilà, disposition de ferraillage. Dans la disposition de ferraillage, nous avons semelle, nous avons fût, nous avons attente, nous avons forme. La semelle, ça nous permet de prendre la forme de la semelle. On va prendre la première forme là-bas. Le premier lit, on montre des espacements des aciers. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il n'y a pas vraiment à ce problème. Automatique, on met les diamètres auto. Pourquoi? Parce que nous avons déjà, même si c'est automatique, il n'a qu'un seul choix de nous choisir, en tout cas, le bar de diamètre 12 mm. Voilà le fût en soi, ce fût ici, ça pose vraiment problème. Ce fût, vous allez vous retrouver que le ferraillage, en considérant ces fûts ici, sur le plan de ferraillage, c'est vraiment un plan qui est vraiment trop saturé. Alors, on préfère ne pas les mettre et le corriger dans AutoCAD Structural Detailing ou bien en soi dans AutoCAD architectural, quoi. C'est vraiment un point important. Soit on peut choisir les types de fûts, les types de ferraillage que l'on va donner à nos fûts, soit on peut carrément laisser ça et puis corriger ça dans AutoCAD Structural Detailing ou bien AutoCAD Architecture. Voilà, on peut rien cocher là-bas. On va dans Attente. Attente, ce sont des barres d'attente, comme vous le voyez très bien. On peut prendre la longueur des barres d'attente, on peut prendre 0,30 comme la longueur de barres d'attente là. Alors, on peut encadrer nos barres d'attente, on peut prendre la 0,5, on peut encadrer nos barres d'attente automatique, nombre de cadres sur 0,15. S'il y a une distance, si on suppose qu'il peut y avoir un espacement de 0,15, c'est qu'on doit avoir 3 barres d'attente, 3 cadres en soi, pas 3 barres, 3 cadres. Voilà, on peut dire ok. Cet onglet, c'est en soi ça, c'est la même chose que ça. Voilà, là-bas, ici, on doit nécessairement importer. Alors pour importer, qu'est-ce qu'on fait? On clique juste là-bas, on nous montre automatiquement tout ce qu'il y a comme effort là-bas, et puis on les importe comme ça. Ce sont des efforts déjà calculés, comme on les avait déjà calculés. Inutile en soi de s'inquiéter pour ça, parce que c'est déjà calculé. On va juste cliquer là-haut, on importe là-bas, et puis on ferme. Définir le sol ici, vraiment c'est trop important à ce point ici. Ici on doit, ce point ici, ensuite nous avons le nom, les types, le niveau, nous avons l'épaisseur,
la couleur, le poids volumique. Ces données ici sont trop importantes. Et ça pose toujours problème pour l'ingénieur de calcul. Souvent, on a l'habitude de calculer les semelles suivant les types de sol, les caractéristiques de sol que présente le robot structural en tout cas. Nous avons toutes ces caractéristiques ici. Mais il n'est pas évident que l'on soit dans un sol ayant les mêmes caractéristiques que les caractéristiques que nous présente la catalogue de robots. Alors, pour éditer la base, on voit bel et bien la base des données de robots structurels. Il nous donne nos coefficients de frottement. Il nous donne en soi le coefficient de Poisson, coefficient de consolidation, et on donne les types. Et nous donne en soi les types, le nom, les types, la symbole, tout. Mais vous allez vous rendre compte que vous pouvez être en train de construire sur un sol qui n'est pas répertorié là-bas. Parce que pour construire, il faut d'abord commencer par les essais au laboratoire. C'est les essais au laboratoire qui vont te permettre en soi de savoir il s'agit de quel type de sol, il s'agit de quelles caractéristiques que vous allez compléter là-bas. Lorsque vous complétez par exemple là-bas, vous dupliquez là, vous pouvez écrire, vous pouvez vous dire non, moi mon sol c'est du sable, il s'agit du sable, il s'agit juste du sable. Et puis vous mettez toutes les caractéristiques que va vous donner le laboratoire ici. Le poids volumique du sable, l'angle de frottement, tout. Le coefficient, la cohésion, le coefficient de frottement, le coefficient de Poisson, le module de Young, le coefficient de consolidation en soi. En soi, il faut vraiment faire attention sur ce point-là. C'est l'erreur que commettent souvent les utilisateurs de robots structurels. Ils choisissent n'importe quel type de sol que l'on présente là-bas, alors que c'est pas souvent évident de construire sur le même type dont les catégories figurent déjà dans un robot structurel. Pour notre cas, parce qu'il s'agit d'une application, nous allons considérer que notre sol il est argilé lumineux. Voilà, nous considérons ça avec toutes ces caractéristiques. Le NA, il est de 0. Le NF en soi, il n'est pas de moins 0,50, mais il est de 1,5. On applique. Voilà, nous avons ça. Voilà. Si nous supposons qu'il y a la présence d'une nappe phréatique, en soi, on peut cocher là-bas et préciser tout ce qu'il y a comme caractéristique. Mais ici, il faut vraiment faire attention. Je pense que vous avez bien compris. J'applique là. Je vais fermer cet onglet. Je vais dans géotechnique. Option géotechnique, il nous permet en soi de vérifier la contrainte, de vérifier la stabilité au glissement et au renversement. Et ces stabilités au glissement et au renversement, d'après la géotechnique, d'après le cours de fondation, les coefficients de sécurité est de 25%, donc 1.25. On va comparer 1.25. Voilà le soulèvement. Voilà, ça on laisse comme ça. La contrainte. La méthode de calcul peut être due au labo ou au piézomètre complète. Là, nous allons prendre le piézomètre. On suppose que les essais ont été faits sur base de notre piézomètre. Piézomètre, ça peut être piézomètre statique ou dynamique. Les QI ici, il ne faut pas perdre de vue, c'est la contrainte admissible, c'est la capacité portante admissible. Le QU, c'est la contrainte admissible. En soi, la contrainte admissible, c'est la contrainte ultime ici. C'est une contrainte ultime, c'est la contrainte admissible multipliée par un coefficient de sécurité. Le coefficient de sécurité est de 3 pour le cas de l'état limite ultime et de 2 pour le cas de l'état limite de service. Nous sommes dans le cas de l'état limite ultime. Dans le cas de l'état limite ultime élu, donc on doit prendre
notre contrainte admissible du seul qui est des 0,15, on doit le multiplier par 3. En le multipliant par 3, nous allons avoir, si on prend le 0,15, si on prend en soi le 0,15 multiplié par 3, vous allez voir que c'est 0,45 en tout cas. Donc, notre QU, ça c'est la contrainte ultime, doit être de 0,45. Ok. Voilà. L'idée en soi, c'est la profondeur. La contrainte, la profondeur est à 0,5. Donc cette contrainte là, il est situé à 0,5. Ok, on a déjà mis ça dans le plan d'exécution. Avant de mettre le plan d'exécution, on doit d'abord paramétrer le plan de dessin. Pas d'analyse, paramètre de plan de dessin. On va créer, on génère, c'est-à-dire que tout ce qu'on aura comme plan de ferrage sera dans un seul fichier. Description, on peut mettre le nombre, plus le diamètre, la longueur, l'espacement. Dans les tableaux d'armature, on peut mettre le type d'acier, voilà, ok. Là, comme on l'a déjà fait, on applique confirme. On peut lancer les calculs, on génère les dessins parce que le robot calcule ces éléments en les considérant comme des éléments finis. On va générer le calcul pour les considérer en tant qu'un tout complet. Voilà notre plan de ferrage. Vous allez voir que FU ici c'est vraiment bidon. Nous avons 6 barres de 12, 8 barres de 12, suivant la longueur, 1 en soi. C'est suivant le 1 là, c'est suivant la longueur. Suivant la largeur, nous avons 8 barres de 12. On peut le voir, tout ça. Quand on rentre dans semelle ferraillée, voilà, on peut voir ça comme ça. On peut voir le ferrage. Soit le ferrage a été fait. Voilà. C'est en soi le plan de ferrage. Voilà le plan de ferrage. Mais il faut toujours interpréter les résultats. Si on regarde bien, si on regarde très bien, on voit bel et bien que les conditions des glissements sont vraiment... Les glissements sont dus aux efforts horizontaux. Le renversement est dû au moment. Parce que le rapport ici, on prend le rapport entre le moment résistant et le moment sollicitant. Si on prend les rapports entre la force horizontale et la force verticale, on voit bel et bien que vraiment il est largement supérieur. C'est que vraiment il est largement supérieur, c'est que il y a un surdimensionnement. Ça peut être dû à la quantité d'armature que l'on lui a soumis, ou carrément à la géométrie de la structure. Là on peut voir, on peut changer, on peut dire qu'ils ne nous prennent pas seulement les barres, qu'ils nous prennent les barres des 10. Il va pas prendre les barres des 12, on prend les barres des 10. Voilà, on ne peut pas mettre les barres de 8, on met les barres des 10. Les barres des 10, ok. Et puis là, on peut calculer. Voilà, on peut calculer. Voilà, nous avons ça. Non, nous avons ça, la barre des 10. Voilà, si on vérifie le ratio là-bas, la stabilité, ça descend, mais c'est encore trop grand, c'est que avec notre charge là-bas,
on a bel et bien vu que notre colonne ne devait pas être de 0,25 fois 0,25, c'est trop. On a vu cette colonne avec cette charge-là. La colonne en soi ne peut pas être de 25 fois 25, c'est trop grand. Ce 15 fois 15, ça peut aller. On a vu que avec 15 fois 15, appliquer, voilà, 15 fois 15, ça peut aller. On va vérifier. Problème avec les dispositions d'armature, il y a un problème avec 15 fois 15. On peut prendre, il y a un problème, comme il y a un problème là, il faut changer. 15 fois 15 c'est trop peu, il y a un problème de, on peut prendre, on peut prendre 15, on peut prendre 15 fois 1, puis là on prend 0,8, quand on prend 15 fois 1, on peut prendre la 0,8 aussi, voilà, 0, on va prendre 0,8, comme le H1 déjà, la hauteur est de 0,15, de 0,15, on va prendre 0,35, on applique, on ferme, on recalcule, on génère. Il y a toujours un problème. On prend 20 fois 1, on prend 20 fois 1. Tout ça c'est le problème de ratio. On prend 8, 0, 15, 0,35, on prend 0,1, 0,1, cliquez, on ferme, on recalcule, voilà, ici ça va quand même. Quand on va dans 5, c'est vous faites ça avec 4 armatures qui sortent. Voilà, on peut voir notre ferraillage. Il est là-bas. Il est là, le ferraillage. La semelle ferraillée est là. On peut voir le résultat, le ratio. Pas vraiment diminué considérablement. Voilà ce qu'il faut faire pour ce qui concerne le ferraillage. On a notre plan. On a notre plan de ferraillage. Voilà. Plan de ferraillage. Et là, vous voyez vraiment que le fût, c'est bidon. Et ça, normalement, il y a un petit problème. Ça devrait bouger là-bas. On nous propose de 70 x 70, 0,70 x 70, vous le voyez très bien. Voilà notre plan de ferraillage, voilà le nombre, tout. Voilà. C'est ça, 0,70, voilà. Voilà ce qui concerne la semelle, il faut faire vraiment attention aux caractéristiques du sol. Voilà, on vient de nous montrer notre semelle là-bas qui sera là enfoui là-bas à 1m50. Voilà, merci d'avoir suivi cette formation. Nous vous invitons à suivre les prochaines vidéos qui vont bel et bien aussi vous intéresser. Merci pour votre attention.